Et pour revenir sur les récents développements survenus au Soudan, nous sommes en direct avec Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique et professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques jours seulement après la reprise de bâtiments essentiels de Khartoum, notamment du palais présidentiel, alors comment expliquer ce basculement de la situation dans la capitale soudanaise ? Il faut dire que ces derniers mois, nous avons constaté une évolution considérable de la situation en faveur de l'armée officielle, bien évidemment, et cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. À notre avis, d'abord, ça peut s'expliquer par l'offensive la forte offensive qui a été lancée par l'armée officielle en janvier. Ça peut s'expliquer par l'évolution de contexte international, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, de plus en plus de pression exercée sur les forces de soutien rapide qui sont accusées par des organisations humanitaires, parce que vous savez, le droit humanitaire international joue un rôle important, c'est-à-dire la dégradation de la situation, nous pourvoyons de l'aide d'urgence aux populations. Donc, il y a eu des rapports émanant de ces organisations et il y a eu des dénonciations et aussi le côté des États-Unis accusant les forces de soutien rapide d'avoir été génocidées. Donc, on peut dire que c'est une situation qui a évolué favorablement par rapport à l'armée officielle, comme ce que je viens de dire, parce que l'armée officielle aussi a repris le contrôle de Khartoum. C'est la capitale. Donc, vous savez, le conflit a été en avril 2023 et Khartoum qui est tombé en quelque sorte des mains des forces rapides. Et donc, maintenant, c'est que l'armée officielle est symbolique d'abord. C'est symbolique de la capacité de l'armée officielle à reprendre d'autres villes. Et nous avons vu aussi que l'armée officielle a repris l'institution qui incarne la souveraineté, à savoir la banque présidentielle. Et d'ailleurs, le général a fait un petit discours depuis le présidentiel pour dire que c'était le prise de Khartoum, c'était aussi la libération totale du pays. Donc, ça veut dire qu'il y a l'armée officielle a pu renverser la situation d'une façon grave en sa faveur. Alors, vous l'avez dit à l'instant, après presque 2 ans de guerre, il y a des dizaines de milliers de morts et le déplacement de quelques 12 millions de personnes sont recensés par l'ONU. Les paramilitaires ont affirmé qu'ils continueraient à combattre, que la guerre n'est donc pas finie, malgré ce succès de l'armée du général Burhan. Non, on ne peut pas dire que la guerre est finie parce que même les forces de soutien rapide, ils disent qu'ils veulent, leur ambition aussi, c'est de reprendre le contrôle de Khartoum et de continuer d'avancer sur d'autres parties du pays. Donc, on ne peut pas dire que la reprise de contrôle par Khartoum c'est-à-dire vient de marquer le coup d'arrêt d'une guerre qui perdure depuis maintenant 2 ans, mais en tout cas, cette reprise de contrôle de Khartoum par l'armée officielle est une avancée symbolique pour l'armée officielle, aussi bien d'un point de vue militaire, au niveau de contrôle des voies aériennes, parce que nous avons vu aussi qu'il y avait la reprise de contrôle de l'aéroport de Khartoum, et donc ça veut dire les voies aussi terrestres. Donc c'est une avancée en faveur de l'armée officielle, mais c'est-à-dire la guerre est encore là pour l'instant jusqu'à maintenant. Et puis les Girondins ne sont pas parvenus à un acte fou parce que je viens de vous le dire, le général Al-Burhan, l'objectif étant la libération totale du pays, les forces de soutien rapide ne seront pas pour autant vaincues et continuent à contrôler d'autres parts, et notamment Darfour au niveau c'est-à-dire Darfour au niveau de l'est du pays. Et donc, ça veut dire que ça continue à se poursuivre, mais il y a quand même une pression de la part internationale et de la part des institutions régionales pour que cette guerre qui a eu des conséquences désastreuses et sur les populations, sur des infrastructures du pays, parce que au lieu d'aller de l'avant, il est en train de
de retomber dans le sous-développement et par les infrastructures qui a été causée par cette guerre entre les deux parties, entre l'armée officielle et les forces de soutien rapide. Justement, vous venez de le dire, le rôle des organisations internationales. Justement, quel a été le rôle de l'Union africaine dans ce conflit? Comment est-ce que l'organisation a contribué ou contribue jusqu'à aujourd'hui à la résolution de cette guerre? Vous savez, l'Union africaine, il contribue toujours, ou bien essaye de contribuer d'une manière significative, parce que parmi les prérogatives de l'Union africaine, et surtout le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est d'empêcher l'avènement de certaines crises en mettant en place une approche préventive. Et quand les risques se dégénèrent et donnent lieu à des crises, l'Union africaine tente, par le biais des médiations, de trouver une solution à la crise. Et ces médiations, la plupart du temps, elles sont opérées par les communautés économiques régionales, parce qu'il y a un principe de subsidiarité qui fait que c'est-à-dire que l'Union africaine délègue aux communautés économiques régionales au regard de leur proximité avec les contextes dans lesquels se déroulent certaines crises. Donc, il y a des communautés économiques régionales, à l'instar de l'IGAD, qui a essayé des médiations, mais le problème, vous savez, parfois, l'Union africaine essaye des médiations, l'Union africaine, coordination régionale, mais rapidement, il y a d'autres médiations qui dépassent le cadre et continental et régional qui vient se superviser, et donc ça crée l'impression que marginal ou a été très faible, son intervention n'a pas été très impactante en matière de. Donc, c'est par le biais du Conseil de sécurité, la médiation. Et parfois, l'Union africaine prend des sanctions aussi, Alors, on va finir avec cette question, et pour revenir un peu à au déclenchement de cette guerre, le Soudan est le 3e pays plus grand d'Afrique. Le nord est actuellement tenu par l'armée, le sud occupé par les forces de soutien rapide. Est-ce qu'on peut revenir sur le déclenchement du conflit? Est-ce que les tensions étaient déjà palpables avant le début officiel des combats en avril 2023? Vous savez, à l'origine de ce conflit, c'est un risque politique. C'est un risque politique, comme je viens de le dire, qui n'a pas été bien géré, qui n'a pas été anticipé, qui n'a pas été domestiqué. Et donc, du coup, ce risque politique a dégénéré en crise politique. La crise politique, sa matérialisation, c'était la confrontation, l'affrontement auquel nous assistons sur le terrain, au niveau du Soudan. Donc, le déclencheur, il y avait 2019, c'était le départ d'Omar el-Bashir. Après, il y avait un présent de transition auquel participaient les acteurs et civils. À un moment donné, il y avait un en 2021 et la population a émigré sur le champ, on va dire, militaire. Il y avait des rivalités entre l'armée officielle et les FSR. Parce que l'accord de position stipule aussi l'intégration des forces de rapide dans l'armée officielle. Et donc, c'est le point excusez-moi l'expression, c'est la goutte qui a fait déborder le sorte. Donc, les forces rapides ne voyaient pas leur position ainsi a donné lieu à des rivalités. Donc, voilà comment le conflit a dégénéré en donnant une crise. Et lié notamment le point culminant de ce conflit, c'était un peu le refus des forces de soutien rapide de réintégrer l'armée officielle. Eh bien, merci Mohamed Chikondi en gardant la autonomie, bien sûr. Alors, Mohamed Chikondi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique et professeur à l'Université Mohammed V de Rabat. Merci.